Soyez les bienvenus pour un nouveau numéro d'Objectif Monde l'Hebdo. Direction l'Arménie aujourd'hui, un pays en conflit avec l'Azerbaïdjan depuis 35 ans. Et il y a quelques mois, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev signaient une déclaration commune en vue de la paix. Pourtant, les Arméniens continuent de se méfier de leurs voisins pro-russes et nombre d'entre eux apprennent à manier les armes pour se défendre en cas de reprise des hostilités. Un reportage d'Alexandre Paré pour le magazine Nous les Européens sur France Télévisions. Dans un lieu reculé de la banlieue d'Erevan, la capitale arménienne, comme chaque dimanche, des citoyens se préparent à la guerre. Avant de commencer à tirer, nous devons tous respecter les règles de sécurité. Cette arme peut nous blesser, nous et nos amis. Mais elle peut surtout nous aider à combattre notre ennemi. C'est clair ? L'ennemi, c'est l'Azerbaïdjan, contre qui ces hommes, ces femmes et ces adolescents sont persuadés qu'ils auront à se battre à nouveau pour la survie de leur pays. Des questions ? Alors, qui commence ? Cette formation est organisée par VOMA, une organisation paramilitaire fondée en 2014. Nous adoptons une approche individuelle pour chaque recrue, quel que soit son âge, son sexe ou son niveau d'études. Au cours de la guerre des 44 jours en 2020, en 2022 et la guerre de 2024, l'activité de VOMA a augmenté et certains d'entre nous se sont engagés dans les forces régulières. D'autres ont aidé la population ou ont participé à la formation de nombreuses recrues. L'Arménie, petit pays du sud du Caucase sans accès à la mer, est enclavée entre la Géorgie et la Russie au nord, la Turquie à l'ouest, l'Azerbaïdjan à l'est et l'Iran au sud. Ancienne république soviétique, elle a déclaré son indépendance en 1991. Mais à l'époque, la région du Haut-Karabakh, peuplée à 95% d'Arméniens chrétiens, est rattachée à l'Azerbaïdjan musulman et turcophone. Une première guerre, gagnée par l'Arménie en 1994, entraîne la sécession du Karabakh. Un cessez-le-feu, signé sous l'égide de la Russie, permet de geler le conflit. Mais en 2020, l'Azerbaïdjan lance une offensive éclair. Les forces arméniennes s'effondrent et le gouvernement d'Erevan est contraint à un cessez-le-feu. Carmen Mirzoyan a perdu son mari dans cette guerre. Depuis, sous les yeux de sa fille, Sabina, elle vient régulièrement s'entraîner. Il s'appelait Artyom Mirzoyan. Il a été tué le 5 novembre 2022, à Chouchi, au cours de la guerre de 44 jours. Sabina était jeune à l'époque. Elle avait 5 ans. Aujourd'hui, elle a envie de s'engager dans l'armée, quand elle aura 18 ans. En attendant, elle vient ici pour acquérir de l'expérience militaire. Personne ne veut la guerre. Tout le monde veut la paix. Mais je pense qu'aucune famille arménienne qui a perdu quelqu'un pendant la guerre ne voudra faire la paix avec les Azéris. Et au deuil s'ajoute l'exode. En 2023, Bakou reprend le contrôle total du Haut-Karabakh. Des chaises, des poussettes abandonnées. Une ville vidée de ses habitants. Et force les 120 à 150 000 Arméniens qui y habitaient à fuir leurs terres. Le président azéri, Ilham Aliyev, organise une parade militaire dans l'ancienne capitale, Stepanakert, marquant ainsi son triomphe. L'Arménie en appelle à l'Europe. Une mission d'observation est déployée. Son rôle, surveiller la frontière entre les deux belligérants. À sa tête,
un ancien policier allemand, Markus Ritter. Là, vous avez la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et de nombreux incidents se sont produits en avril et début mai à l'est du lac Sevan et au nord de Sot. Il y a eu des tirs et au même moment, d'autres tirs dans les régions de Knatsak et Ishkanaza, au nord de Goris. Ce sont les deux points chauds. C'est une situation très délicate. Depuis le début, la Russie nous voit comme une opération déguisée pour le compte de l'OTAN, avec l'objectif caché de prendre pied dans leur zone d'influence traditionnelle. Et d'un autre côté, l'Azerbaïdjan est un partenaire très important pour l'Union européenne. Donc tout ce mélange rend la situation assez difficile. Et c'est un défi de travailler ici. Il y a beaucoup de pièges politiques. Et début août, c'est de Washington qu'est venu un espoir de paix. Sous le patronage de Donald Trump, Azerbaïdjan et Arménie signent un accord. Ces pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, s'engagent à stopper tout combat pour toujours, à ouvrir des relations commerciales, diplomatiques et de transit, et à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de chacun. Selon cet accord, l'Arménie reconnaîtrait la souveraineté de son voisin sur le Haut-Karabakh et accepterait la création sur son territoire d'une route commerciale sous contrôle américain. Rien, en revanche, concernant les dizaines de milliers d'habitants du Haut-Karabakh qui ont fui leur pays et pourraient ne jamais le revoir. Dans le centre d'Erevan, un restaurant est devenu un refuge pour certains d'entre eux. Kristina Balayan est l'une des dernières à avoir quitté Stepanakert en 2023. Aujourd'hui, elle n'emploie que des réfugiés. N'ayez pas peur, les filles. Voici notre cuisine. Et voici Anaït. Elle vient du Haut-Karabakh. Elle travaillait à l'hôpital de Stepanakert et maintenant elle fait la cuisine. Et elle a fait toutes les guerres. Elle a fait toutes les guerres. Vous savez, on a perdu notre terre. C'était notre rêve, notre mémoire. J'y ai vécu 60 ans. Avec ce lieu, Kristina Balayan tente tant bien que mal de faire survivre sa culture et d'alerter le monde sur sa possible disparition. On pourrait croire qu'il ne s'agit que d'un restaurant où nous servons de la nourriture. Mais cet endroit, c'est un espace où nous voulons sauvegarder nos traditions, notre culture. Les gens connaissent le Haut-Karabakh, mais ici, ils peuvent venir découvrir, approfondir leurs connaissances sur notre culture. C'est petit, mais c'est désormais ici que nous faisons vivre le Haut-Karabakh et ses habitants. Les avancées vers la paix restent précaires. Dans ce petit village à la frontière avec l'Azerbaïdjan, les deux armées ne sont parfois séparées que de quelques mètres. Et les habitants vivent quotidiennement sous la menace. Des tirs touchaient encore régulièrement le village récemment. Vardan Davtian est éleveur. Il est né et a toujours vécu ici, avec sa famille. À 54 ans, il espère toujours pouvoir vivre en paix. Le village est derrière. Leur position est là-bas et ma maison est ici, à 200 mètres à vol d'oiseau. Il y a toujours eu des relations entre nous, les Arméniens et les Azéris. On allait à cheval acheter des bonbons dans leurs épiceries et eux venaient chez nous acheter des choses. Il y avait du commerce. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix. On veut juste vivre sur notre terre et qu'on ne nous dérange pas. Après 35 ans de conflit, de nombreux Arméniens aspirent à la paix. Mais la société reste fracturée sur le prix à payer.
Voilà, retour sur le plateau d'Objectif Monde de l'Hebdo. Avec nous, Éléonore Gué, vous êtes journaliste, présentatrice du magazine Nous les Européens sur France Télévisions. Merci d'être avec nous. Avec nous également Valentina Calzolari, vous êtes professeure d'études arméniennes à l'Université de Genève. Merci également d'être des nôtres. Première question à vous, Éléonore. Vous avez réalisé cette émission pour Nous les Européens en Arménie après les annonces en vue d'une paix. Comment la population arménienne appréhende justement ces déclarations ? Alors, ce que nous avons ressenti sur place, c'est un grand soulagement. Malgré les limites de cette déclaration préalable à un possible accord de paix, il y a vraiment un soulagement, une envie, un désir de paix, d'en finir avec ce conflit qui dure depuis des décennies et qui a connu des épisodes vraiment tragiques. Mais des doutes également. Justement, Valentina Calzolari, peut-on vraiment parler de paix après la signature de ces déclarations communes à la Maison-Blanche en août dernier ? Justement, la déclaration commune a été signée. Ce qui n'est pas encore signé est l'accord de paix. Il existe 17 articles, mais pour l'instant, le président d'Azerbaïdjan et le premier ministre Pachinian se sont limités à parapher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le chemin vers la normalisation des rapports est encore très long et il est caractérisé par beaucoup d'incertitudes, beaucoup de difficultés. Il y a des obstacles liés au fait que l'Azerbaïdjan pose comme condition préalable le fait que l'Arménie doit changer sa constitution, une concession que l'Arménie n'est pas prête à donner. Il y a le fait aussi la réalisation de la Trump Route, le reportage le montre bien. Elle doit être réalisée, donc cette voie de transit, dans le respect de la souveraineté du territoire d'Arménie. Mais le président Aliyev demande un passage sans entrave, sans aucune présence douanière. Et on se demande bien s'il a vraiment en tête la souveraineté de l'Arménie. Oui, on va recontextualiser. C'est une route en fait qui permettrait à l'Azerbaïdjan d'avoir un accès à son exclave. Donc en Arménie, le Nakhchivan, c'est ça. Et donc c'est un projet qui est un petit peu à l'arrêt. Éléonore Gué, parmi les zones d'ombre de cette déclaration conjointe, il y a le sujet central du Haut-Karabakh. Pas un mot du sort des réfugiés, le non-retour de ces réfugiés, ils sont quand même plus de 120 000 d'après les estimations. C'était le prix à payer, on peut dire ça, comme le dit un peu Alexandre Paré dans son reportage, c'était le prix à payer pour obtenir cette déclaration commune. C'est vrai que c'est comme si on faisait table rase du sort de ces réfugiés. On n'en parle pas, ils sont là, ils sont en Arménie aujourd'hui, plus de 120 000 personnes. Les derniers sont arrivés en 2023, lorsque l'Azerbaïdjan a vraiment pris le contrôle de cette enclave. Et fait un blocus. Et forcé ces personnes, ces milliers de personnes à fuir. Aujourd'hui, ce sont des réfugiés qui sont dans une situation particulière en Arménie parce qu'ils ne sont pas particulièrement les bienvenus. En fait, en revanche, l'Arménie les encourage à prendre un passeport arménien pour régulariser leur situation. Mais c'est vrai qu'on sent que le gouvernement sur place ne fera pas de leur retour en Azerbaïdjan une condition sine qua non. Tout à fait. Valentina Calzolari, la Confédération helvétique a lancé une initiative en faveur de leur retour à ces réfugiés du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, est-ce que cette confédération elle a eu le soutien d'autres pays ? Et puis, qu'advient-il de cette initiative ? C'est très important. Donc, cette initiative est très importante, précisément, comme Éléonore Gué l'a dit, les réfugiés sont les grands oubliés des accords de paix. L'Arménie est démissionnaire, dans le sens, elle l'a dit clairement. Donc, c'est vraiment une pierre d'achoppement pour la réalisation des accords de paix, la normalisation des rapports avec l'Azerbaïdjan. Et c'est tout le sens de l'initiative suisse. Donc, il faut que d'autres instances internationales interviennent, elles se mobilisent. Et cette initiative, en fait, elle demande au Conseil fédéral l'organisation d'un forum pour la paix et pour le retour des réfugiés du Karabakh. La Cour internationale de justice, d'ailleurs, en 2023, elle avait donc soulevé cette question. Donc, elle avait demandé que ce retour puisse être organisé. Est-ce qu'elle a reçu du soutien ? Oui. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été organisées. Donc, je sais que 110 parlementaires britanniques ont signé une déclaration de soutien à l'initiative helvétique. Il y a eu des déclarations de soutien aussi de la part du département d'État aux États-Unis.
Où ça bloque, l'Azerbaïdjan a totalement refusé sa volonté de collaborer avec cette initiative. Mais il faut pourtant continuer, et je voudrais souligner aussi que si cette initiative a eu lieu en Suisse, c'est qu'il y a toute une tradition en fait de solidarité de la Suisse envers les Arméniens et tout un travail en fait qui a été effectué au sein de la société civile et d'associations comme l'association Suisse-Arménie, donc qui œuvre vraiment en vue d'une sensibilisation des questions liées à l'Arménie. Éléonore, ce qui fait partie aussi de la particularité, on va dire, de l'Arménie, c'est que c'est un pays très enclavé, qui a pour voisins l'Iran, la Géorgie, la Turquie. Pourquoi cette ancienne République soviétique veut-elle donc se rapprocher de l'Europe avec des voisins comme ça? Alors, on est sur une situation vraiment particulière, avec une frontière fermée avec la Turquie, une ligne de front avec l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Géorgie qui a basculé du côté pro-russe récemment, mais un pays réellement pro-européen dans ses valeurs, un pays qui est pro-démocratie. La population soutient ce rapprochement vers l'Union européenne dans les derniers sondages, c'est ce qu'on voit. Le gouvernement également. On est dans un pays qui partage également des éléments de valeurs, de culture avec l'Europe et qui est intéressant pour nous, pour l'Europe, pour la France aussi, parce que c'est un point d'appui dans une région, justement, avec, on va dire, différents pays avec lesquels on n'a pas forcément des relations qui sont au beau fixe. Oui, tout à fait. Quel regard, justement, Valentina Kelsolari, Moscou porte sur ce rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne ? Regard très inquiet, regard très hostile. Et cette hostilité se manifeste surtout sur le plan des répressions, mesures économiques. Et c'est un regard hostile aussi à l'égard des accords de Washington. Donc il y a bien eu des déclarations, bien sûr, qui va dire qu'on est contre la paix. Donc ces accords ont été salués. En même temps, comme par hasard, donc au mois de septembre, donc quelques semaines seulement après les accords, des camions qui exportaient donc des denrées alimentaires d'Arménie ont été bloqués. 150 camions ont été bloqués à la frontière de la Russie. C'est bien une manière de montrer que la Russie veut toujours exercer son contrôle sur cette région. C'est surtout une question d'influence, hein. C'est pas vraiment un sujet territorial, c'est plutôt la question de l'influence russe. Puis bien sûr, en toile de fond, les questions démocratiques. Ah, absolument. Donc c'est une question d'influence. La Russie n'a jamais abandonné sa mentalité impériale. Donc le Caucase du Sud, l'Arménie, c'est un peu son précaré. Et elle souhaite continuer, à travers en plus cette fonction de médiatrice, elle souhaite continuer justement d'exercer ce contrôle. Vous parlez de démocratie. Je voudrais vous dire que justement, l'Arménie, pour pouvoir entrer dans l'Union européenne, c'est ça le but final, elle a entamé toute une série de réformes en vue de la démocratie qui ne sont pas, bien entendu, très bien, disons, vues du côté de la Russie. Et du côté de la Russie, vous savez, donc Poutine est là depuis combien de dizaines d'années, donc on connaît bien les dérives non démocratiques de ce pays. Donc il y a un clash aussi à ce niveau entre les deux pays. Éléonore Gué, pourquoi l'Arménie est-elle stratégique pour l'Union européenne ? Parce que c'est ce point d'appui dans cette région très particulière. C'est un endroit où je veux dire, c'est comme une enclave pro-démocratie, pro-européenne, avec laquelle on partage des valeurs. Et c'est important de garder ce point d'appui. L'Union européenne a un rôle à jouer. On voit que les États-Unis sont entrés dans le jeu et vont peut-être en retirer davantage de bénéfices, puisque également des bénéfices commerciaux, au-delà de l'image de Donald Trump qui pourrait être redorée si cette déclaration aboutissait à un réel accord de paix. Mais il y a aussi des bénéfices commerciaux pour les États-Unis avec cette route qui pourrait être ouverte de 43 km qui traverserait l'Arménie et qui serait administrée en partie par les États-Unis. Alors justement, pour parler d'économie, durant cette émission, vous vous êtes également intéressé à l'économie arménienne et notamment aux exportations de fruits et légumes. Grâce à ce sujet, on se rend compte des liens qui existent entre la Russie et l'Arménie. On regarde le reportage d'Alexandre Paré. On se retrouve juste après. Des vergers, gorgés d'un fruit couleur d'or qui fait la fierté du pays. Un fruit que l'on appelait autrefois la pomme d'Arménie. En ce début d'été, la récolte d'abricots bat son plein dans l'exploitation de Spaïka, le premier exportateur national de fruits et légumes. Une entreprise arménienne
qui veut devenir un acteur mondial de l'agro-industrie, notamment en conquérant l'Union européenne. Et pour cela, ce conglomérat a vu grand. Ce sont des lignes complètement automatisées. Elles trient les variétés, la couleur, la catégorie de produits. Ce complexe fait 55 hectares. C'est comme une petite ville ici. On doit faire attention à la circulation. Il doit permettre à l'entreprise de changer de dimension et de conquérir de nouveaux marchés, au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Europe. Ce sont des tomates cocktail. C'est une production à forte valeur ajoutée que nous pouvons commercialiser en produits bio et nous avons toutes les certifications. Ces serres, où l'apport en air, en eau et en chaleur est optimisé, ont été construites par une entreprise française et financées en partie grâce à un emprunt français. Cet investissement représente plus de 200 millions d'euros, c'est énorme. Mais si vous voulez jouer sur les marchés internationaux, vous devez avoir la meilleure qualité et de très grandes quantités de produits. Mais nous mettons aussi tous nos efforts pour ne pas perdre nos marchés traditionnels. Et le marché principal de Spayka, c'est la Russie. Dans un autre entrepôt, des centaines de tonnes d'abricots attendent d'être chargés. Direction, les pays de l'ex-Union soviétique. Ils ont une durée de vie limitée. Nous n'avons que 5 jours après la récolte pour le mettre en rayon dans un supermarché. Donc samedi, vous pourrez acheter cette boîte quelque part dans un supermarché à Moscou. Mais depuis que l'Arménie a annoncé vouloir se rapprocher de l'Union européenne, la Russie menace régulièrement de restreindre les importations agricoles arméniennes. Le marché d'exportation principal de l'Arménie pour les fruits et légumes, c'est la Russie. Alors, si l'Arménie perd le marché russe, jamais nous ne pourrons continuer à développer la production agricole en Arménie. Un moyen de pression, une façon pour Moscou de freiner la volonté de l'Arménie de se rapprocher de l'Europe. Éléonore Gué, pourquoi vous êtes-vous intéressée à l'agriculture arménienne ? Alors déjà, c'est un secteur très important de l'économie du pays, hein, c'est à peu près un tiers du produit intérieur brut. Et puis c'est le lieu où s'illustre cette zone de tension commerciale avec la Russie. L'Arménie est très dépendante de ce pays, puisque 40% des exportations vont vers la Russie et près de 40% des importations proviennent de Russie. Et depuis que l'Arménie veut se rapprocher de l'Europe, on a eu des mesures de rétorsion commerciale, en fait. Des blocus de camions à la frontière. On a eu également des décisions de ne pas importer certains produits arméniens pour des raisons liées à pesticides, en surnombre, problèmes d'hygiène. Donc ça a été le cas pour les pommes, les abricots, les fleurs. Donc c'est aussi une zone de tension et l'Arménie ne peut pas se passer de la Russie sur le plan économique. Valentina Kelsolari, on voit, hein, comme l'a dit Éléonore, que l'agriculture est centrale dans l'économie arménienne. Est-ce qu'il faut la diversifier ? Puis justement, est-ce qu'un rapprochement avec l'Union européenne pourrait l'y aider ? C'est effectivement un secteur central et la plupart de la population, surtout bien entendu en dehors des grandes villes, est employée donc dans le secteur agricole. C'est un secteur aussi où il y a beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés liées par exemple à la question des transports, liées aussi à la question de l'eau, le manque d'eau. Et c'est là par exemple que les pays européens, la France, mais aussi la Suisse, en fait, ils ont donné une aide concrète. Donc en fait, il y a déjà beaucoup d'initiatives pour moderniser les structures agricoles arméniennes et pour une gestion plus durable de l'eau. Les liens économiques, Éléonore Gué, entre la Russie et l'Arménie, ils sont toujours très importants. Oui, très importants. C'est pas seulement agricole ? Non, c'est pas seulement agricole. Il y a aussi des produits industriels, différents types d'échanges. Mais c'est environ 40%. Donc pour une économie, c'est majeur. Alors Valentina Kelsolari, il y a un sujet aussi qui vous tient à cœur, c'est le patrimoine arménien du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, comment faire entendre la nécessité de le protéger dans un contexte de normalisation des relations avec l'Azerbaïdjan ? On sait qu'aujourd'hui, c'est l'Azerbaïdjan qui a la mainmise sur le Haut-Karabakh.
Absolument. Donc il faut dire que le Haut-Karabakh contient des milliers de monuments historiques, des monastères médiévaux, des stèles de pierre et même des repères archéologiques très anciens du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment le signe tangible d'une présence millénaire en Arménie. Or, il y a un clivage entre cette réalité, cette présence millénaire qui est témoignée donc par les monuments historiques et le discours officiel de la République d'Azerbaïdjan qui nie en fait une présence arménienne dans le Karabakh. Donc pour eux, ce sont les Russes qui ont déplacé les Arméniens dans cette région au début du 19e siècle. Et il y a des raisons d'inquiétude qui sont liées entre autres au fait que dans une autre région, donc dans le Nakhichevan, tout le patrimoine médiéval arménien a été détruit entre 1998 et 2005, donc détruit par l'armée de l'Azerbaïdjan. L'UNESCO a demandé à l'Azerbaïdjan de pouvoir organiser des missions pour faire un recensement de ces monuments et tout a été refusé pour l'instant. Et on sait par contre que le ministère de la Culture d'Azerbaïdjan a créé une commission qui veut étudier l'état de ces monuments et montrer en fait qu'il ne s'agit pas des monuments arméniens. Ils menacent même de détruire des inscriptions médiévales qui au contraire sont là pour témoigner de cette présence. Que faut-il faire? Que peut-on faire? Alors ça fait partie aussi des sujets très importants qui ne font pas partie de l'agenda des négociations de Washington. Donc il faut vigiler, monitorer, être vigilant et faire connaître vraiment l'information. Valentina Kelsolari, merci d'être venue sur le plateau d'Objectif Monde, l'hebdo. Merci à vous également, Éléonore Gué, d'avoir été des nôtres. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro. Vous pourrez retrouver cette émission sur TV5 Monde Plus et sur le site internet de la RTS. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Monde, l'hebdo.